Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation sur les hooks de React. Dans cette présentation, on va s'attarder sur cette fonctionnalité récente de React et en voir un petit peu quel est l'état de l'art aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Thomas Simonet, je suis à Xebia/Publicis Sapient depuis bientôt 4 ans maintenant. Donc ça fait 10 ans que je fais du dev, surtout en JS. Je fais du React tous les jours en mission. Voici un petit peu mon parcours depuis que j'ai commencé. Voilà. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Et moi, je suis Simon Boeuf, développeur depuis 8 ans. Je fais aussi principalement du front à Xebia. Et j'ai une petite expérience en Vue, en Node et en React. Alors, on va commencer par quelques rappels. Le 6 février 2019, sur la page d'accueil du blog de React, on voyait React 16.8, celle avec les hooks. Qu'est-ce que c'est les hooks? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés? En fait, les développeurs de React sont partis d'un constat simple, qui est, si vous regardez dans une application React typique, vous allez probablement trouver un wrapper L de composants entouré par des couches de provider, de consumer, de HOC, de render props, etc. La conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est que React a besoin d'un meilleur moyen natif de partager la logique stateful. Alors l'API initiale, c'est quoi? C'est une dizaine de hooks. Ici, on va présenter que useState et useEffect, parce que c'est les deux dont on va se servir dans cette présentation. Donc useState, c'est une fonction à laquelle on passe une valeur initiale, qui nous renvoie une paire. À gauche de la paire, une valeur, qui va être persistante au fur et à mesure des renders, donc ça s'apparente à un state. Et à droite, une fonction qui permet de modifier cette valeur. Et useEffect, une fonction à laquelle on passe un callback, qui va trigger un effect sous certaines conditions. Donc dans cet exemple, on va changer le titre du document à chaque fois que la valeur de count va changer. Avant d'aller plus loin, on va s'attarder à ce que les hooks font mal ou ne font pas. Il y a deux choses qui sont présentes dans le lifecycle des classes de React que les hooks ne font pas. C'est la gestion des crashs des composants, à savoir component.did_catch et c'est dur avec le micro, get_derived_state from error. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour faire ça dans des composants fonctionnels. On va être obligé de repasser par des classes. Et la deuxième fonction, c'est getSnapshotBeforeUpdate, qui vous permet de renvoyer une photo du virtual DOM de votre composant avant qu'il soit mis à jour. Et ensuite, ce n'est pas vraiment quelque chose que les hooks font mal, mais par contre, c'est quelque chose qui rend l'adoption un peu plus difficile. C'est que ça demande une nouvelle façon de penser. Il ne faut pas simplement faire le parallèle avec le lifecycle des classes. C'est Dan Abramov qui le dit lui-même, qui fait partie de la React Team. C'est seulement quand j'ai arrêté de penser à useEffect à travers le prisme du lifecycle des classes que je connaissais bien, que tout est devenu clair pour moi. Donc même un développeur React dit qu'il avait du mal à comprendre comment fonctionnait useEffect en faisant le parallèle avec des classes. Donc c'est juste pas possible. Et je laisse la main à Thomas. Sur cette magnifique transition, merci. Donc, c'est pas possible, mais c'est possible quand même. Donc les hooks dans l'écosystème actuel, en fait, ça fait 9 mois que les hooks sont sortis en février. C'est un beau bébé maintenant, hein. Il est temps qu'il soit utilisé, et en tout cas qu'on joue avec. Ouais, bref. Et donc, l'état des hooks actuels, c'est ça. Si ça veut bien switcher. Oui, ça switch, c'est parfait. Donc, les hooks ont été adoptés au fur et à mesure. Au début, c'était un petit peu tendu. Les gens n'ont pas forcément adopté la modification rapidement. Mais comme vous le voyez ici, en fait, il y a pas mal de grosses libs que vous utilisez certainement tous les jours ou presque, on va dire, dans vos projets React, si vous en faites chez votre client ou chez vous. Voilà, donc Apollo, Material UI, React Router, des libs de formulaires aussi comme Formic ou React Final Form. Toutes ces grosses libs-là, et encore c'est pas exhaustif évidemment, se sont mises aux hooks et les utilisent plus ou moins avec de la profondeur, mais en tout cas les utilisent pour simplifier leurs API et leur utilisation. Parallèlement à ça, un des avantages des hooks, c'est de pouvoir construire des custom hooks. On parlait tout à l'heure d'extraire de la logique de nos composants. C'est bien d'extraire de la logique, mais c'est mieux si on peut la réutiliser. Et cette réutilisation, elle se fait sous forme de custom hooks. Et forcément, au bout de 9 mois, il y a quand même plein de gens qui se sont amusés à créer des custom hooks pour pouvoir les rendre publics et que les gens puissent s'en servir. C'est pour ça qu'il y a des bibliothèques de custom hooks. On en a mis 2 dans la présentation, une avec plus de 400.
Donc on se dit que ça fait quand même un peu beaucoup, mais il y a quand même des choses, des hooks, des custom hooks qui se répètent forcément. Tout le monde fait un petit peu les mêmes des fois. Et une deuxième qui a la particularité déjà d'en avoir moins, d'être plus efficace, et d'avoir un storybook. J'ai pris des exemples de ce storybook, notamment un use debounce. Donc, tout le monde connaît la fonction debounce, je suppose. Tout simplement en faisant un use debounce que vous voyez en gras ici, dans notre composant, on passe juste une méthode, et cette méthode-là, ensuite en mettant un petit compteur, donc 2000 millisecondes, cette méthode-là ça va s'exécuter au bout s'il n'y a pas eu de typing pendant 2000 millisecondes, et c'est juste en utilisant un use debounce. C'est aussi simple que ça. Deuxième exemple, un use click away. Donc là, c'est un tout petit peu plus complexe. On crée une ref, enfin use ref, qui est aussi un hook. On crée une ref pour référencer notre carré rouge. Une fois qu'on l'a référencé, on passe cette référence à useClickAway et une méthode. Cette méthode-là va être utilisée quand on clique en dehors du carré. Elle ne va pas être utilisée quand on clique dans le carré. Donc ça peut servir pour des selects, notamment en front. Et enfin, useIntersection, qui utilise l'Intersection API, que vous connaissez peut-être, qui permet de savoir si un objet est totalement rendu à l'écran ou pas. Voilà, donc là, pareil, on donne une ref qui cible notre élément. Si l'élément est sur la page, on a un state. Si l'élément est 1% ou 1 millième de % pas sur la page, on a un autre state. Voilà. Ça, c'était 3 exemples de custom hook. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, on va regarder comment sont implémentés les hooks. Qu'est-ce qu'il y a dans le code source de React et comment ça fonctionne. Petite introduction, à quoi ça va nous servir de savoir comment sont implémentés les hooks? En fait, à rien. C'est juste parce que c'est marrant et parce qu'en plus c'est étonnant, c'est pas forcément naturel. Mais vous n'allez pas vous en servir dans la vie de tous les jours, je vous rassure. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que la vraie nature des hooks, c'est des listes chaînées. Là, je vous ai pris un hook en photo, on voit bien, il y a quelqu'un qui l'instancie, il a un body, et il a un élément suivant. Si on schématise, ça donne plutôt ça. C'est un objet qui a 2 clés, un state, qui ne correspond pas du tout au state de useEffect, enfin pas forcément. Ça, c'est le schéma de tous les hooks, et state, ça représente toutes les données dont va avoir besoin notre hook pour fonctionner. Et une clé next, qui va contenir éventuellement le prochain hook à exécuter dans le functional component, ou null s'il n'y en a pas. On va introduire très rapidement le concept de React Fiber. React Fiber, c'est un petit peu l'ombre d'un composant, que ce soit une classe ou un composant fonctionnel. C'est un objet qui va le suivre tout au long de son cycle de vie et qui va aider React à avoir une maîtrise très très fine de son rendering. Il va pouvoir mettre des priorités sur le rendering, il va pouvoir mettre en pause le rendering, il va pouvoir faire plein de choses avec, trigger des effects et autres. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à une seule clé de cet objet qui s'appelle MemoIState et qui va contenir les hooks dans le cas des functional components. Quand on arrive dans le code source de React et qu'on veut rendre un composant fonctionnel avec des hooks, on appelle la fonction qui s'appelle renderWithHooks. Cette fonction, elle prend quelques paramètres. Ici, j'en ai mis 3 parce que c'est tout ce dont on va avoir besoin. Elle prend le composant qu'on veut rendre, les props avec lesquels on veut le rendre, et la fiber associée à notre composant. Et donc on peut voir qu'en fait, concrètement, quand on rend un composant, on appelle le functional component avec ses props et on récupère en sortie les children. Mais la partie qui va nous intéresser ici, c'est qu'au début, on voit 3 lignes de code, enfin une seule, qui vont assigner un singleton qui sera disponible partout dans l'application, quelque chose qu'ils appellent un dispatcher, et qui sera différent en fonction de si on est dans une phase de mount ou d'update. Alors qu'est-ce que c'est un dispatcher? En fait, si on va regarder, c'est un objet qui contient l'interface des hooks. Et en fait, quand vous allez appeler useState ou useEffect, c'est cet objet que vous allez récupérer. Donc ce que ça implique, et ça c'est la première chose qui est très étonnante, c'est que vous n'allez pas utiliser les mêmes fonctions quand vous allez être dans une phase de mount que quand vous allez être dans une phase d'update. Là, on voit très bien que quand vous êtes dans une phase de mount, vous allez appeler mountState, et quand vous êtes dans une phase d'update, vous allez appeler updateState. Donc en ayant ça en tête, on va essayer de faire un exemple et de voir comment notre fiber, notre MemoIState de notre fiber se comporte au fur et à mesure du rendering. On va prendre un exemple, un counter. Donc si vous êtes allé sur la doc de React une fois, vous êtes forcément tombé sur ce counter. C'est juste un bouton sur lequel on clique, qui affiche le nombre de fois sur lequel on a cliqué, et qui met à jour le titre du document à chaque fois qu'on clique. Donc concrètement, on a un useState qui va contenir la valeur de ce count, et un useEffect qui va se trigger à chaque fois que le count va changer.
Donc en mount phase, quand on va exécuter la première instruction, notre counter, qui est quand on va exécuter, excusez-moi, let children est égal à component de props, on va arriver sur la première instruction de notre composant, qui est notre useState. Comme on est dans une phase de mount, parce qu'on n'a pas encore rendu notre composant, on va appeler la fonction mountState. Cette fonction mountState, son but, ça va être d'incrémenter la queue, le memory state de notre fiber. Donc on va partir d'une queue qui est vide, et quand on va appeler useState, on va se retrouver avec un hook qui a été rajouté. Donc le state correspond ici à la valeur initiale, et le next, null, puisqu'on n'a pas encore appelé d'autres hooks. Ensuite, on va passer à l'instruction suivante, useEffect, qui va en fait être un mountEffect, qu'on va appeler avec donc, notre fonction qui va mettre à jour le titre, et les dépendances, à savoir le count qui a une valeur de 0 ici. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va incrémenter encore une fois la queue dans notre fiber, et cette fois-ci, en state, on voit qu'on a bien plus la valeur du state, mais le tableau de dépendance. Et en suivant, on a null parce qu'on n'a rien fait. Donc là, on peut rendre notre composant, on est bon. Une fois que notre composant est rendu, on va cliquer sur le bouton. Quand on va cliquer sur le bouton, on va appeler la méthode setCount. Donc c'est la fonction qui permet de mettre à jour le count. Ça va avoir un effet, c'est que ça va aller chercher dans la queue quel est l'endroit où a été stocké le state du count et le mettre à jour. Et c'est tout. Presque. Parce qu'en fait, si on fait simplement ça, on va quand même se retrouver avec un composant qui affiche 0. Donc en fait, ce que ça va aussi faire, c'est que ça va programmer un re-render. On ne va pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est un petit peu long, mais il va dire à la fiber, en quelque sorte, re-render-toi. Une fois qu'on va se re-render, cette fois-ci, on est dans une phase d'update. Donc on va rappeler exactement la même instruction avec un useState 0, sauf qu'en fait, derrière, ce ne sera pas la même fonction, ce sera un updateState. Ce updateState, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas devoir incrémenter la queue, puisqu'elle existe déjà, notre queue. Rappelez-vous, elle est dans une fiber qui accompagne le composant tout au long de son cycle de vie. Donc notre queue, c'est la même que tout à l'heure. Donc il va aller simplement chercher la valeur de son state dans la queue, il va la retourner dans la partie gauche de sa paire, et dans la partie droite, une fonction qui va reprovoquer un changement de valeur et un re-render. Ensuite, on va passer à l'instruction suivante, useEffect. UseEffect, on va appeler du coup un updateEffect, avec notre fonction qui va changer le titre et les dépendances qui sont cette fois-ci à 1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller regarder dans son state à lui, il va voir qu'en dépendance, il a un tableau avec 0 à l'intérieur. Il va dire, attends, mais là on m'appelle avec un tableau avec 1 à l'intérieur, du coup mes dépendances ont changé. Si mes dépendances ont changé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois effectuer mon effect, donc il va lancer la fonction, et une fois que ce sera fait, il va mettre à jour ces dépendances, et comme ça au prochain render, il pourra les comparer avec les dépendances qu'on vient de lui passer là. Voilà, c'est tout pour la partie Under the Hooks. Je vous laisse tranquille avec les trucs qui sont inutiles et on va passer à la partie à laquelle tout le monde s'intéresse depuis que les hooks sont sortis, à savoir la testabilité des hooks. Non, c'est pas si inutile que ça, quand même. Ok, la testabilité. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que les gens étaient un petit peu réticents à l'adoption des hooks au début. C'était notamment pour la testabilité. Donc ça fait 9 mois que c'est sorti. Est-ce que maintenant, c'est testable ou pas un composant qui utilise des hooks? Et est-ce que c'est testable un custom hook? Le sous-titre ici n'est pas forcément à prendre au sens strict du terme. Enzyme a du mal avec les hooks. On va s'y intéresser. Donc, Enzyme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une lib de test qui permet de tester des composants React et qui a beaucoup de vent en poupe, qui a été créé par Airbnb en l'occurrence. Voilà. Dans Enzyme, on a deux écoles, ceux qui veulent tester en faisant du shallow, ceux qui veulent tester en faisant du mount, sachant qu'il y a une troisième qui est render, mais c'est surtout shallow versus mount qu'on voit sur tous les billets de blog, les articles, etc. L'avantage de shallow, c'est qu'il ne render le composant qu'au niveau superficiel. Il fait ses premiers niveaux de composants fils, alors que mount, lui, il render tout dans Virtual DOM. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les hooks ne sont pas supportés par shallow. Voilà. C'est dit, c'est fait, vous le savez maintenant. Il y a une petite guerre interrepo qui se fait entre le repo d'Enzyme, le repo de React, et je pense que ça n'a pas l'air de trop bouger. Donc sortez les popcorn, on va regarder ça un peu plus près. Donc, on a sur le repo d'Enzyme un post qui dit tout simplement une checklist en fait, de tous les hooks qui sont supportés ou pas. Là, on voit très bien, enfin, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais moi je le vois très bien en tout cas, donc je vais vous le dire, que tous les hooks sont supportés par Shallow, sauf useEffect, useLayoutEffect
et use callback. Ce qui est manque de bol, c'est que useEffect, c'est un des hooks les plus utilisés. Voilà, donc c'est dit, c'est fait. Et quand on va dans le repository de React, donc ce monsieur nous dit que le shallow renderer d'enzyme, en fait, il se base sur des mécaniques internes qui sont dans React, des libs qui ne sont pas du tout exposés. En fait, Facebook, eux, ne croient pas du tout au shallow renderer. Pour eux, c'est mount et c'est tout. Voilà, donc ils ne veulent pas maintenir ça, ils ne veulent absolument pas aider Airbnb à faire ça, surtout qu'en plus, c'est même plus Airbnb, c'est juste un gars qui est parti d'Airbnb et qui maintient Enzyme maintenant. Voilà. Donc, c'est pas prêt de bouger. On va quand même avancer là-dessus, sur ce sujet-là. Pourquoi React ne veut pas faire ça? Enfin, pourquoi Facebook, pardon, ne veut pas faire ça? C'est parce qu'en fait, ils le disent haut et fort, comme on voit sur la doc de React. Ils veulent que les libs qui testent les composants les testent en se basant sur des comportements qui miment les comportements utilisateurs et pas des mécaniques qui vont se brancher directement dans les mécaniques internes de React. Voilà. Donc, ça, c'est pour les libs de test, mais ils veulent aussi que la philosophie de test, quand on teste nos composants, ça soit la même chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas se brancher sur le state d'un composant React pour vérifier que le state est bon à un endroit donné. Non. Ce qu'il faut faire, c'est on lance un event, on vérifie qu'à la fin, le résultat est bon, et c'est comme ça qu'il faut tester. Selon eux, évidemment, bien sûr. Tout le monde est libre de tester comme il veut. Donc concrètement, comment on teste des composants avec des hooks ou comment on teste des hooks? Donc comme je vous l'ai dit, tester les effets sur les composants plutôt que la mécanique interne. Utiliser React Testing Library, on va y arriver, on va décrire ce que c'est que cette librairie, ou Enzyme avec Mount. Et aussi, il faut bien comprendre ce que c'est que le act. Voilà, je ne sais pas si vous entendez ça pour la première fois, mais le act, on y viendra juste après. Petite vérification, si ça va bien marcher. Voilà. Notre composant à tester, pour ne pas vous perdre, c'est le même. Voilà, c'est le good old counter de la doc de React, aucun problème. Donc un useState pour avoir le compteur, un useEffect pour mettre à jour le titre du document. On va tester avec Enzyme. On va vérifier si ce qu'on nous dit est vraiment vrai. Donc, j'ai fait un test qui... du coup, ok, très bien. On va faire un test qui fait un shallow et un mount juste pour tester le useState. D'accord. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'autre paragraphe, qui va contenir juste le texte, vous avez cliqué X fois et qui va juste contenir le compteur, lui, il fonctionne en shallow ou en mount, il n'y a aucun problème, les deux tests passent. Et il n'y a pas de souci en shallow ou en mount. Par contre, et c'est là que le bas blesse, c'est que quand on fait deux useEffect avec shallow, ça ne marche plus. Le title qui au mount devrait être, vous avez cliqué 0 fois, parce que c'est on mount, du coup on veut que l'effect fasse effet, avec 0 en tout cas, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est vérifié. Maintenant on va parler d'RTL. Non, pas celui-là, pardon. On va parler d'RTL, React Testing Library, qui est une alternative à Enzyme. Voilà, il y en a plusieurs, des alternatives à Enzyme, mais RTL est une alternative relativement bien poussée et très poussée en ce moment. Là, eux, ils ne se posent pas de problème, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne croient pas du tout au shallow, hein. C'est Facebook qui pousse ça. Ils ne croient pas du tout au shallow, du coup, il y a une méthode render. Voilà. Elle render notre exemple, donc qui est notre counter. Et là, il n'y a pas de souci, hein. Vous avez cliqué 0 fois, le useEffect, il est fait direct. Et enfin, on teste le useState, au cas où quand même, mais bon, il n'y a pas de souci. Le useState, il fonctionne bien, le paragraphe a bien changé. Et en plus, comme on a cliqué, le compteur est passé à 1, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Maintenant qu'on a vu RTL, je vous parlais tout à l'heure de Act. Donc Act, c'est une... Bon, pour les plus vieux reconnaîtront la référence, hein, voilà. C'est une nouvelle façon de simuler, dans le sens où, dans votre test, Act va vous permettre d'avoir un rendu de votre composant dans le Virtual DOM le plus proche possible du navigateur. C'est le but. Act, c'est une méthode qui est sortie en même temps que les hooks. Elle a pour but de tester des composants fonctionnels qui utilisent des hooks, voilà, ou des custom hooks. On y viendra juste après. Le principe de Act, c'est qu'on utilise dans Act toutes les méthodes, enfin tous les procédés qui vont rendre le composant ou alors qui vont le mettre à jour. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on est sorti de cette méthode-là, là, on va pouvoir commencer à faire nos assertions, nos expects, etc. Si on les fait avant, on n'utilise pas Act, ça va bloquer.
Notre composant à tester, toujours le même, il ne faut pas vous perdre. Donc toujours notre compteur, sauf que là j'ai rajouté des petits data test ID, histoire de pouvoir choper un petit peu plus facilement mes différents éléments de mon DOM. Voilà, enfin, mon virtual DOM. Alors, act ou pas act. Donc, je rends. Donc, on veut déjà vérifier si notre, si notre titre, donc avec le useEffect, est bien rendu. Donc, juste avec le render classique. Là, ce que j'ai utilisé pour tester, c'est absolument pas une lib de test. Act, il est vraiment proposé avec React de base. Donc là, le render que vous voyez ici, c'est le render de base pur et dur de React. C'est pas enzyme et c'est pas du tout RTL. On fait notre render. On voit que, enfin, on teste si si le document title au début est à 0, et si ensuite, une fois qu'on a cliqué sur le bouton, si le paragraphe qui est en dessous, lui, aura bien la mise à jour de 1. On voit que ça marche pas avec act, et on voit que ça, sans act, pardon, et on voit que ça marche avec act. Voilà. Donc la vraie différence, c'est que on a mis notre render ici dans la méthode act, et qu'on a mis notre dispatch event dans la méthode act. Si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Pour vous rappeler un petit peu le principe, donc, act, la méthode dans laquelle on fait nos rendus, nos modifications de composants, et ensuite l'exécution des assertions juste en dessous. Voilà. Bon, c'est un petit peu problématique d'avoir utilisé act dans tous nos tests quand même. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est inclus déjà dans les deux libs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc dans Enzyme, à partir du moment, et là je le redis, on utilise mount, encore une fois, et à partir de React 16.8+, ça tombe bien, c'est la mise à jour où il y avait les hooks. Et donc ce act, en fait, il wrap tout ce qui est simulate, setProp, setContext, invoke. Quand on regarde dans le code source, on voit bien qu'il y a un act qui est utilisé, il n'y a aucun souci, ça marche. Pour RTL, c'est à peu près pareil. Le render et le fire event, donc render c'est l'équivalent du mount, fire event c'est l'équivalent du simulate en enzyme, sont déjà aussi wrappés par act. Donc il n'y a plus besoin de faire ça. Sauf quand on fait un custom hook. Le principe d'un custom hook, enfin déjà le principe d'un hook, c'est qu'il ne peut être utilisé que dans un composant, et un composant fonctionnel en plus. Voilà. Là, je vous ai fait un petit custom hook qui est basé sur notre composant habituel. Hein. Donc là, c'est un use counter, tout simplement. Il contient un use state, et en fait, à la fin, en gras, vous voyez qu'il renvoie la valeur du state, et aussi la méthode qui va permettre de l'incrémenter. D'accord? Donc ça, c'est un custom hook simple, pur et dur. Si on teste ce use counter, si on veut le tester, comment on teste un custom hook? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait nécessairement rendre un hook dans un composant, sinon ça ne marchait pas, sinon simplement React vous crie dessus, il vous dit non, les hooks c'est dans un composant et nulle part ailleurs. Donc il y a RTL, encore elle, qui propose une méthode qui s'appelle renderHook. Voilà. Donc ce renderHook, ce qu'il va faire, c'est que vous lui passez, comme vous voyez sur la droite, votre custom hook en paramètre. Enfin, vous devez rendre votre custom hook comme ça. Et lui, pour lui, pas de souci. Il va wrapper ça autour d'un petit composant minimaliste. Et ensuite, vous allez avoir un résultat. Ce résultat que vous voyez là, c'est ce qui est retourné par notre custom hook. Donc le value et la méthode qui permet de faire l'incrément. Sauf que si on utilise l'incrément, tout ça, tout seul, sans faire act, ça ne marche pas. Parce que c'est une mécanique d'update. Voilà. Donc, quand vous testez un custom hook qui doit faire des mécaniques d'update et que vous voulez vraiment les tester, vous devez passer par act. Voilà. Et c'est tout. Et on a encore du temps. Pour les questions. Pour des questions. Vous voyez un QR code. Alors je vous le dis, si personne ne vous l'a dit jusqu'à présent, ce QR code sert, si vous le scannez, à accéder directement dans l'application Xibicon ou sur l'interface web à notre talk, en l'occurrence, enfin le talk de chacun qui aura mis son QR code, et de me laisser directement des commentaires. Voilà. Donc les feedbacks, c'est très important pour nous. On le fait à chaque XKE, on demande aux gens de commenter, de mettre des notes. Ça nous permet d'améliorer nos présentations. Donc si vous pouvez le faire, ce serait génial. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question toujours par rapport aux tests unitaires. Donc là, vous avez fait l'exemple avec des hooks de React simple. Si on parle des hooks des librairies comme React Router, React Redux, etc., qui utilisent des hooks et qui sont très liés à des contextes, comment vous faites pour tester ces composants avec ces hooks provenant d'autres librairies qui sont avec des contextes?
Pour tester un use context, du coup. Non. Tu veux la prendre? C'est pas spécialement pour tester un use context, je comprends. C'est pour tester finalement un composant qui utilise un routeur, qui consomme un routeur que tu as. Ouais, voilà. Enfin, j'ai l'impression que les hooks du coup imbriquent de plus en plus des données des librairies avec. Je t'avoue que j'ai pas creusé les tests jusque-là, mais par contre j'ai l'impression que ce problème il n'est pas spécifique aux hooks. Tu faisais ça un petit peu avant avec tes shallow ou tes mount? Bah avant, on utilisait du coup plus des hooks qui avaient la particularité du coup on pouvait faire en sorte que notre composant soit pur et qu'on puisse simuler via les props le contexte, l'historique, etc. Là avec les hooks on peut plus puisque c'est directement en interne dans le composant. Donc à part de redécouper les composants avec un composant fonctionnel et un composant pur, j'ai l'impression que ça devient encore plus complexe de faire des choses comme ça. Selon la structure de ton application, moi ça me paraît pas déconnant de dire en fait il y a certains composants que je vais pouvoir tester unitairement très simplement et eux je vais pas leur faire utiliser de lib qui vont justement nécessiter de connaître l'implémentation pour le tester, quoi. Donc ça revient limite à faire une partie de composants très simples, limite une librairie graphique de tes composants, et d'un autre côté des composants fonctionnels qui eux du coup tu ne les testes pas de façon unitaire mais avec des tests end-to-end ou je sais pas, et d'un autre côté tes petits composants que tu testes unitairement. Ouais, des genres de tests d'intégration, quoi. Tu assumes que tu sais qu'il a besoin d'avoir un provider à cet endroit-là et tu le testes. Et derrière, bah, c'est un peu une architecture container composant où tu as d'un côté de la logique métier un petit peu poussée et de l'autre juste du visuel, et personnellement ça me choque pas vraiment. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Juste par curiosité, qui fait du React régulièrement ici, dans la salle? Ça va. Okay. Tu vois, il y a plein de questions là. Qui utilise les hooks régulièrement dans la salle? Ok, d'accord, très bien. Qui savait comment étaient implémentés les hooks? Ouais. Ok, très bien. Toujours pas de questions? Ça n'a pas suscité en vous une envie de... Non? Ah, si, super. Mais suivant justement la présentation que tu as faite par rapport au comment sont implémentés les hooks, comment expliquer alors les boucles infinies, puisque c'est une liste chaînée? Eh ben, en fait, ta liste chaînée, elle représente juste tous les hooks qui vont être exécutés dans ton composant. Par contre, il y a certaines parties de tes hooks, comme je l'ai dit par exemple pour le setState ou le useEffect de temps en temps, qui vont provoquer un re-render. Alors le useEffect, c'est pas totalement vrai, c'est seulement dans certains cas. Donc, ce qui fait qu'en fait, typiquement, si tu fais un functional component, je vais dire une bêtise, où tu fais un useState et juste derrière tu fais un setState. En fait, ton setState va proposer un re-render, va programmer un re-render. Quand tu vas repasser dans ton update, tu vas refaire un setState, tu vas reprogrammer un re-render, etc., etc., etc. Et le setState, le re-render j'ai pas pu trop rentrer dans le détail de ce truc-là, mais le re-render qui est programmé par le setState, typiquement, c'est un re-render. C'est pas un re-render qui est fait réellement après la phase de rendering. C'est pendant la phase de rendering, on va dire, ok, maintenant j'ai rendu mon composant. Il y a un hook qui m'a demandé de me re-rendre. Donc en fait, je ne vais pas m'embêter à dire, ok, j'ai fini et je le referai plus tard. On ne va pas passer typiquement par la Fiber ou par React pour faire ça. C'est typiquement dans la fonction render with hooks où il va dire, ok, mon hook a programmé un render, je recommence. Et je recommence tant que j'ai pas fait ça. Et du coup, ça permet de garder une trace de la profondeur jusqu'à laquelle tu vas et de dire, au bout d'un moment, stop, tu fais une boucle infinie. Ouais. Est-ce que act, la fonction act, elle gère les cas où il y a des promesses dans le useEffect? Les cas où il y a des promesses, donc les cas de fonction asynchrone, du coup. C'est ça. Oui, ça gère ça, mais en fait ton act. Alors, tu veux tester un custom hook ou tu veux tester juste un composant qui fait qu'il. Ok, n'utilise pas act. Je te conseille de ne pas l'utiliser. Utilise comme je l'ai montré tout à l'heure, act il est wrappé dans les deux bibliothèques que j'ai citées. Il est certainement wrappé dans d'autres, en tout cas, mais RTL et Enzyme sont les plus célèbres. Utilise ça sera bien plus simple. Là, tu auras juste besoin de t'embêter avec des await async. C'est déjà bien suffisant. Par contre, non, n'utilise pas act. Si tu ne sais pas un custom hook, n'utilise pas act. Concrètement, pour rajouter un petit peu là-dessus, j'ai pas creusé vraiment le code source, mais act, j'ai l'impression que c'est juste un test utile qui a été sorti avec l'arrivée de la Fiber pour dire en fait,
mon composant qui va, enfin, mon rendering qui va comporter des phases synchrones et asynchrones, j'ai aucun moyen de savoir quand est-ce qu'il est vraiment terminé. Donc ils ont juste à mon avis mis une instruction interne à React à la fin de la phase de rendering qui dit bah, envoie ce message quelque part, Hack le récupère et puis c'est fini. Donc typiquement si tu as une promise dans ton useEffect, je sais pas en fait. Je sais pas si finalement ce truc-là va pas être skippé selon quand ta promesse sera résolue. Par contre, à mon avis, si tu te débrouilles bien avec des async await, ça devrait le faire. Pour aller plus loin, quand tu fais un render, donc ça c'est quelque chose que j'ai testé mais qui n'est pas du tout dans les slides, donc ça à prendre avec des pincettes. Quand tu fais un render avec notamment RTL, il te renvoie possiblement, là j'ai rien récupéré comme valeur, mais il te renvoie un wait for next update. Du coup, qui lui, une fois que ça sera terminé, va pouvoir, tu passes une méthode, tu passes une méthode et tu vas pouvoir faire tes assertions après. Voilà. Mais bon, c'est pour gérer la synchrone, c'est absolument pas pour Act ou quoi que ce soit. Il faut vraiment distinguer les deux. Hein. Là, tout ce que j'ai fait, c'était absolument pas asynchrone. C'était vraiment du status effect bidon, sans aller chercher une API ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci.